Alors maintenant, nous avons le plaisir de terminer cette Assemblée générale par une intervention de Cédric Villani. Alors, vous le connaissez tous, Cédric. Il a eu en 2010 une médaille Fields. C'est quelque chose d'exceptionnel, absolument exceptionnel. En particulier, vous êtes à même d'évaluer, étant dans l'enseignement, ce que représente une médaille Fields. Il dirige l'Institut Henri Poincaré et nous avons le plaisir de l'accueillir pour qu'il nous parle de mathématiques et d'informatique. Nul doute que là, ça va être absolument, ça va être passionnant. Merci Cédric. Juste pour bien préciser les choses, ça évitera à Cédric de le dire, l'Institut Henri Poincaré fait partie de l'UPMC, qui est membre de Pascaline. Voilà. Merci bien. Très précisément, l'Institut Henri Poincaré est à la fois une école interne de l'Université Pierre et Marie Curie. Ce sont les anciennes écoles internes, article 33, comme on les appelait avant la réforme, avant la grande dernière vague de réforme. Un statut d'ailleurs qui actuellement n'est pas clair parce que la loi n'a pas été entièrement réécrite. Et en même temps, une unité mixte de services CNRS-UPMC. Grâce à la double construction, j'ai la joie d'avoir à la fois un mandat de 4 ans et un mandat de 5 ans, sans qu'on sache vraiment lequel doit prévaloir. Un double... Ça coïncide tous les 20 ans, mais peut-être que... Bon, voilà, mais ça dit aussi qu'on n'a pas droit à 2 mandats de plus. Alors, vous voyez, il y a un petit problème à résoudre là qui est délicat. Bon, et puis ça permet d'avoir 2 budgets, ce qui est toujours bien, parce que, comme on sait, pendant longtemps, il y en avait un qui était compté sans la TVA, l'autre avec la TVA, il fallait jongler, après ça a été unifié. Bon, et puis, comme on sait bien, c'est comme le même principe que quand vous avez un papa et une maman, vous demandez un coup à l'un, un coup à l'autre. Quand d'un côté, ça ne marche pas, vous demandez de l'autre côté, et ainsi de suite. Alors, on parlera de l'Institut Henri Poincaré tout à l'heure. Un petit commentaire, tant qu'on y était, sur la question, les questions femmes et informatique. Qu'est-ce qu'on va dire? Évidemment que nous, à l'Institut Poincaré, femmes et mathématiques, on entend parler à peu près tous les jours. Régulièrement, on se prend des scuds dans la figure, ci et ça, vous ne faites pas assez, il n'y a pas assez de photos de filles. Dans un... Oui, ok, on sait, on va voir, on fait ce qu'on peut et tout ça. Et puis, le sujet est bien compliqué. Pour ne citer qu'un exemple parmi plein, il y a quelque temps, je reçois un message d'une membre de notre conseil scientifique, hein, une éminente mathématicienne, informaticienne, de réputation mondiale, qui me dit qu'elle me demande de conseils et aide pour arriver à faire en sorte que la section 27 informatique puisse avoir une dérogation à la règle de semi-parité dans les comités de sélection. Règle de semi-parité qui dit qu'il doit y avoir au moins 40% de femmes, au moins 40% d'hommes dans un comité de sélection. Règle qu'il est en pratique impossible d'obtenir dans une comité de sélection en informatique, sauf à demander toujours aux mêmes femmes de siéger, et c'est elles qui viennent vous dire qu'elles n'en peuvent plus de siéger dans tant et tant de comités. Et donc, vous avez cette situation comme quoi une mathématicienne, informaticienne, me demandant comment faire pour éviter que la mesure censée favoriser l'accession des femmes à tous les échelons de la carrière ne soit pas mise en œuvre. C'est plein de paradoxes. C'est une longue lutte, en tout cas. C'est une lutte importante. C'est la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde. Autre commentaire sur la remarque sur les étudiantes algériennes. Dès qu'on fait des exposés, dès qu'on fait des cours, dès qu'on enseigne dans le monde, qu'est-ce qu'on va dire, à dominante islamique au sens large, on voit qu'il y a beaucoup plus de filles motivées par les sciences, beaucoup plus que dans ce que nous avons, dans ce dont nous avons l'habitude. Il y a parfois une part historique, parce que des sociétés, pour certaines des sociétés dans lesquelles le goût pour les sciences date de longtemps. Je vous rappelle que pendant 1000 ans à peu près, les mathématiciens arabes et perses étaient les meilleurs du monde, on était des amateurs à côté. Et puis des sociétés dans lesquelles l'accès des femmes à certaines pratiques scientifiques s'est fait beaucoup plus tôt
que dans des sociétés à dominante chrétienne, historiquement, et puis aussi des sociétés dans lesquelles, à contrario pour certaines, les femmes voient dans l'éducation un moyen d'émancipation indispensable. Et vous voyez ces filles parfois extrêmement voilées, de manière extrêmement rigoureuse, qui sont toutes assises au premier rang à poser des questions et à se renseigner, beaucoup plus motivées que leurs confrères. Alors ça, c'est pour le commentaire, et également pour insister sur le fait que ces questions de vocation, de carrière, de choix, c'est extrêmement multifactoriel. Il y a des ressorts culturels, historiques, ça ne se règle pas par décret, ça se règle par un effort de toutes les composantes. Il y a une partie qui est institutionnelle, une partie qui est culturelle, une partie qui se joue, c'est pas seulement les conseils d'orientation, c'est aussi les cerveaux des parents, les pères et les mères, et ainsi de suite. Alors, allons-y maintenant pour un petit exposé où on va parler de mathématiques, on va parler de numérique, on va aborder différentes facettes du sujet. Et on va commencer avec, j'ai mis une petite illustration, c'est réduit au minimum à ma présentation en termes d'images. Il y a juste 2 images qui représentent une association entre le passé lointain et puis un passé récent qui représente notre présent et notre futur en même temps. À gauche, beaucoup d'entre vous l'auront reconnu car c'est une superstar de l'archéologie, une tablette babylonienne YBC 7289 ou 7829 en tout cas, superstar qui prouve qu'il y a 4000 ans, les mathématiciens babyloniens savaient calculer racine de 2 à 5 décimales près. Ici, c'est écrit en cunéiforme et on soupçonne qu'ils utilisaient l'algorithme qu'on appelle maintenant en leur honneur l'algorithme babylonien, qui vous permet d'extraire des racines carrées avec une vitesse extraordinaire, beaucoup plus vite que si vous le faites par approximation dichotomique, comme on l'apprend à l'école. Et à l'époque, mathématiques, c'était des recettes, ce n'était pas un outil conceptuel d'accession à la vérité, comme on en fait les Grecs, mais déjà c'était conçu comme une technologie importante qui était vue avec respect, qui était transmise, qui était consignée sur des tablettes. C'était un art. Et ici, l'homme qui peut-être symboliserait le mieux le mot algorithme dans l'acception qu'on en fait maintenant, en particulier dans son mariage avec les mécanismes de silicium que nous utilisons maintenant, les ordinateurs. Alan Turing, de même que l'image que vous avez, qui me représentait, qui était juste avant affichée, ce dessin est l'œuvre du dessinateur Edmond Baudouin, avec lequel j'ai collaboré sur une bande dessinée qui s'appelle Les Rêveurs lunaires, des états d'âme de quelques personnages qui ont joué un rôle fondamental mais secret dans les coulisses de la Seconde Guerre mondiale, avec une position intermédiaire entre les décideurs et les soldats, si l'on veut. Et en l'occurrence, Alan Turing, plus ou moins de facto leader du projet, du projet qui s'occupait le projet Ultra, le projet secret qui s'occupait de déchiffrer la machine Enigma, en particulier dans sa version utilisée par les sous-marins allemands. Ici, on le voit le jour de son suicide avec sa peluche Porgy. Et typique de l'esprit dans lequel on a travaillé avec Edmond Baudouin. Donc d'abord, plein d'émotions, en l'occurrence un mélange de désespoir et d'espoir, un regard sur le passé et sur l'avenir. Ici, l'idée de quelque chose qui le rend prisonnier et dans son pyjama, mais en même temps, ça ressemble aux rayures d'un prisonnier, mais en même temps, comme des circuits imprimés qui représentent l'informatique, en même temps comme un arbre, quelque chose qui fleurit et qui représente la façon dont l'informatique va s'épanouir après la mort de Turing. Et puis, si vous regardez bien aussi, vous avez des feuilles, mais aussi comme des personnages, comme des humains, symbolisant le fait que ce nouveau monde va être une architecture d'informatique et d'humain. On revient sur la citation du bien-aimé président Mamou Mani il y a quelques minutes. Le développement du numérique ne peut se faire qu'à travers l'humain. Et c'est ce genre de choses qui est en filigrane dans le dessin ici. Alors c'est traité comme une bande dessinée, c'est-à-dire sans dire les choses de manière explicite, mais en les suggérant, éventuellement de manière subliminale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alan Turing
À son époque, c'était un monde dans lequel l'informatique était en train de naître. Il se suicide en 1954, seulement 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, après l'invention du transistor. À l'époque, ça commençait tout juste. Les ordres de grandeur n'avaient aucune comparaison avec ce qu'on a maintenant, mais il avait en tête que ça allait être un développement extraordinaire. Et certaines des ordres de grandeur qu'il a avancés pour les prédictions n'étaient pas mauvais. Entre parenthèses, et j'aurais dû le dire dès le début, la vie d'Alan Turing est racontée dans ce film Imitation Game, qui est un concentré de toutes les erreurs imaginables dans la vie de Turing. Quand vous n'y connaissez rien, le film peut être acceptable, mais quand vous connaissez bien l'histoire, vous voyez que tous les panneaux sont pris et il y a des fois où vous ne pouvez que soit prendre un regard consterné, soit éteindre, soit hurler de rire. Le sommet sans doute étant atteint dans la scène où l'équipe décide de détruire tous les documents secrets qui ont servi à gagner la guerre. Vous imaginez un général ordonnant à ses troupes de détruire tous les documents qui ont permis de gagner la guerre? Évidemment que non, on les enferme bien soigneusement, on les classe super confidentiels défense ou ce que vous voulez. La vérité, c'est que quand ça a été déclassifié, il y a genre 100 000 pages d'archives qui ont été rendues publiques. Alors ça, c'était juste la petite pique, également contre les scénaristes hollywoodiens, parce qu'on ne comprend pas, il y a une manie qui consiste à prendre des histoires vraies, les dénaturer, ajouter sur le film d'après une histoire vraie et en faire n'importe quoi, alors que la réalité est quand même bien suffisante pour avoir des histoires fantastiques. Ils ont fait le même coup avec John Nash, ils ont fait le même coup avec d'autres encore, je ne sais plus, mais c'est très en vogue, c'est la licence du scénariste et c'est assez dur à avaler. Alors, parlons un petit peu de ce qui s'est passé depuis Alan Turing et ce qui se passe tout récemment et la façon dont cette transformation digitale, telle qu'on la voit ici, telle qu'on est suggérée ici, elle contribue à modifier les choses. Et disons dès le départ que les algorithmes, comme cette figure le rappelle, c'est là depuis 4000 ans, mais simplement le moment où on est passé aux ordinateurs, ça a constitué un boost phénoménal. Parce qu'un ordinateur, c'est une machine à réaliser n'importe quel concept mathématique et à rendre possible n'importe quel énoncé et à transformer, si on veut, l'architecture des preuves, propositions, l'architecture logique abstraite en architecture qui se réalise dans des circuits électriques. Et on va dire que dès le départ, Turing avait compris que ce n'est pas quelque chose qui allait s'opposer à la mathématique, mais qu'au contraire, au fur et à mesure que l'informatique se développerait, il y aurait besoin de plus en plus de mathématiciens. De fait, le nombre de mathématiciens a explosé, continue à exploser, et les besoins en mathématiciens dans tous les grands secteurs industriels se fait sentir de plus en plus. Alors, sur ces questions de transformation, parlons un petit peu de la place acquise par les mathématiques récemment et des études qui ont été faites pour apprécier l'impact sur le monde économique. L'an dernier, une étude très bien réalisée a été commanditée, commissionnée par l'agence mathématique entreprise et la société de mathématiques appliquées industrielles. S'appelait l'étude d'impact socio-économique en mathématiques. Elle a conclu qu'en France, comme d'ailleurs en Angleterre, selon une étude qui avait été effectuée par Deloitte quelques années auparavant, la part de l'économie que représente la recherche mathématique est de l'ordre de 15% à peu près. Je dis bien recherche mathématique. Et le chiffre a cela d'arbitraire que c'est difficile de dissocier la recherche en mathématiques de la recherche en informatique. Si on ajoute l'informatique, le chiffre devient bien plus important. La frontière entre les deux, comme je vous disais, est assez poreuse et ce n'est pas très important de savoir exactement ce qui est quoi. Les deux branches sont tellement proches que ça forme un peu comme un grand tout. Et ce qui est sûr, c'est que le chiffre augmente année après année. Dans certains secteurs en particulier,
les secteurs comme les communications, les secteurs comme tout ce qui est lié aux prédictions, à l'exploration, mais aussi les transports, mais aussi la médecine, bien sûr, tout ce qui est transactions, tout ce qui est construction, tout ce qui est défense, tout ce qui est éducation, sont des secteurs qui sont de plus en plus impactés par la mathématique et l'informatique. Déjà à l'époque de Turing, évidemment, sur les questions de défense, le rôle avait été crucial. Comme on dit, comme on sait, sans la contribution mathématique de l'équipe Ultra, le débarquement de Normandie était simplement impossible. Et sans doute 1 année, 2 années de guerre supplémentaires, possible que l'Europe aurait été entièrement russe. C'est un scénario plausible. En tout cas, tout aurait pu être différent. Autre chose que je vais mentionner, c'est qu'il y a une évolution des sujets mathématiques qui est liée à l'évolution de l'informatique. On trouve dans les sujets mathématiques la persistance de sujets anciens qui continuent à se comporter extrêmement bien. Les problèmes les plus célèbres en mathématiques restent d'ailleurs des problèmes plutôt anciens. Mais il y a aussi l'émergence de sujets qui sont liés, inspirés par l'évolution numérique. Des questions liées à des réseaux, des questions liées bien sûr à tout ce qui est big data, l'un des mots qu'on entend le plus dans tous les concours d'innovation, recherche prospective, programmes scientifiques des industries. Vous avez parmi bien sûr la théorie de l'information qui est en train de reconnaître un redémarrage dans certaines composantes. Vous avez l'intelligence artificielle de manière générale, dont Big Data est une composante indispensable pour l'instant. Vous avez d'autres sujets qui peuvent paraître plus restreints, mais qui, quand on évoque Turing, s'imposent, comme celui de la preuve automatique. C'était l'un des rêves de Turing, un programme informatique qui vérifie un programme informatique qui vérifie automatiquement une preuve. Et c'est l'un des sujets théoriques les plus fascinants aujourd'hui, sujet sur lequel INRIA est l'un des leaders mondiaux, sinon leader mondial, et sujet qui est vraiment à l'interface entre logique, mathématiques en général et informatique, et qui contribue à transformer les uns et les autres. Et puis, il y a des changements aussi dans l'architecture, dans l'approche humaine de l'affaire. Dans l'architecture humaine, les spécialités qui évoluent, les recrutements qui évoluent et qui s'adaptent à ces nouveaux enjeux, également des questions nouvelles qui apparaissent, des nouveaux défis éthiques, des nouveaux défis régulatoires qui sont très difficiles à démêler, des questions aussi sur la façon de travailler des scientifiques avec le développement de ce qui est la culture du open access, le développement des communications, des collaborations, tout ce que vous voulez. Donc aussi la façon les usages se sont adaptés par rapport à l'informatique. Peut-être la personne qui a le plus modifié la pratique actuelle des mathématiciens, la façon dont on travaille au quotidien, c'est Donald Knuth de Stanford, le célèbre créateur, non seulement d'abord le célèbre auteur de The Art of Computer Programming, la Bible avec un grand B des programmeurs, mais aussi l'auteur du langage éditeur TeX, dont les variantes LaTeX et autres sont utilisées par tous les mathématiciens pour écrire leurs articles, se les échanger, les communiquer, les publier et ainsi de suite. Et donc ici, c'était une question d'usage d'usage informatique qui a révolutionné les pratiques de ces mathématiciens. Alors, si on veut continuer la discussion, analysons un petit peu un sujet plus particulier dont on parle énormément, que je mentionnais déjà tout à l'heure, Big Data. Alors, en français, certains préconisent mégadonnées. Pourquoi pas, mais c'est pas très beau. Grandes données, je veux bien, ou données gigantesques. Après, bon, c'est affaire de débat. Alors, quand on dit big d'abord, vous savez tous, mais c'est toujours bon de le rappeler pour se donner un petit moment de vertige, ce qui, pour nos parents, était gigantesque est risible pour nos enfants, vu l'évolution. Et quand j'ai commencé, et chacun a ses souvenirs là-dessus, quand j'ai commencé à faire de la programmation à l'âge où
tous les jeunes doivent apprendre à faire de la programmation, hein, quelque part entre 10 ans et 13 ans. Et c'est important qu'on ait ça en tête dans les questions de programme et dans les questions d'éducation. À cette époque-là, l'information s'était stockée sur des disquettes double densité 720 kilo-octets. Maintenant, sur une clé USB de 32 gigaoctets, vous avez 50 000 fois ça. Il faut s'imaginer les 50 000 disquettes. On était content quand on rangeait, on avait notre pack de 20 disquettes. On se disait, waouh, tout ce que je vais pouvoir faire avec ça. On va mettre un jeu là-dessus, un programme là et tout ça. C'est un truc, un micro machin maintenant. Dans les années 2000, une base de données, ça pouvait comporter déjà des milliers de gigaoctets. Et puis les échanges de messages électroniques, ça c'est un truc simplement phénoménal. Il y a l'échange d'emails, on dit que ça se compte maintenant en centaines de milliards chaque jour, avec aussi toutes les révolutions que ça a apportées et toute la façon dont ça pèse sur nous. Une sorte d'esclavage quotidien qui montre bien à quel point le progrès est ambivalent. À la fois on s'en sert et à la fois on en devient esclave. Et ça, c'est l'aspect big. Et évidemment, ça continue à évoluer. On sait que, quel que soit l'indicateur qu'on prend dans le domaine, il a une courbe empirique exponentielle de croissance, avec des périodes qui varient selon le domaine, mais qui, à peu près sur tous les secteurs, continue à se prolonger. Ça, c'est pour le côté big. Côté data, c'est tout ce que vous voulez. Et là aussi, c'est de plus en plus parce qu'il y a des capteurs partout, il y a des statistiques partout, et tellement de façons de récupérer l'information, tellement de formats aussi, que vous avez une diversification phénoménale. Et puis dans les pratiques aussi, vous avez les géolocalisations, vous avez les adresses IP, vous avez l'historique, vous avez les cookies, vous avez tout et tout. Alors, quand on voit ça, il y a une sorte de rêve qui dit, à partir du moment où on a des données sur tout, on arrive à récupérer tout, comprendre tout. Et là, c'est une illusion, et ça fait partie du boulot de l'enseignant de dissiper cette illusion pour les jeunes qui se lancent dans les formations Big Data, que la donnée ne parle jamais d'elle-même. Et il y avait ça a été écrit quelque part dans un texte de vulgarisation par notre collègue Ivar Ekland, grand vulgarisateur mathématicien, qui racontait cette anecdote que justement il avait un élève qui dans un stage disait voilà, je vais faire telle et telle étude, et puis à la question de savoir comment il voulait présenter les résultats, l'élève avait répondu je laisserai les données parler pour elles-mêmes. Et Ivar avait répondu la donnée ne parle jamais d'elle-même. Et il avait donné cet exemple célèbre qui est associé à Abraham Wald, un mathématicien, ingénieur qui travaillait pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Et son boulot, c'était de recenser les dommages subis par les avions chasseurs qui rentraient de combat. Bon, l'avion il revient, il a été touché ici, ici, ici. Quel était l'enjeu ? Déterminer où est-ce qu'il fallait en priorité renforcer les avions. La problématique est facile. Si vous blindez complètement votre avion, il va devenir trop lourd, peu manœuvrable. Un chasseur, ça doit être rapide. Mais en même temps, il faut le renforcer aux points les plus exposés. Sinon, il est trop vulnérable. Alors, vous faites ça, vous dites, voilà, la donnée va parler d'elle-même. Les endroits qui sont très touchés sont ceux qu'il faut renforcer. Et puis, dans un éclair de génie, il a compris, je suis en train de faire fausse route. Au contraire, si l'avion rentre, c'est qu'il a été touché, mais que ce n'est pas fatal. Les blessures qui sont fatales sont celles que je ne vois pas, car ce sont les dommages qui ont fait que l'avion n'est pas rentré, qu'il a été abattu sur place. Donc il faut que je recense en priorité les endroits qui ne sont jamais touchés. C'est exactement l'opposé de la démarche spontanée, on va dire. Et donc là, ça vous montre que... il faut toujours réfléchir à un modèle. Si vous avez les données et pas de modèle sous-jacent, vous courez à la catastrophe. Alors, Ivar citait d'autres exemples. Il y en a un qui est extraordinaire, qui est fascinant, en particulier avec tous les représentants de grandes écoles ici, ils apprécieront. Donc, dans le temps, Ivar était président de l'université de Paris-Dauphine, et à une époque, cette université sélectionnait les candidats en exigeant une mention au baccalauréat, au moins la mention assez bien. Bon. Et puis, le Conseil d'État a retoqué ça en disant que c'était illégal. Donc, ils ont dû se mettre à passer à une sélection uniquement par les notes. Par les notes du dossier de terminale, quoi. Et puis, pour calibrer la procédure,
En se basant, ils se sont dit, c'est normal, bon, pour savoir où on veut aller, commençons par analyser ce qui s'est passé les années précédentes. Et je vous fasse la corrélation entre les notes en terminale des élèves que nous avons recrutés et les résultats qu'ils ont eus après. Bon. Et puis, est-ce que les résultats qu'ils ont après sont très dépendants de la façon dont ils se comportaient en terminale, ou est-ce que ça rebat les cartes et que finalement c'est assez indépendant? Alors, ils se mettent là-dedans, ils calculent les corrélations, et les résultats, voilà. Corrélation négative. Plus mauvaises étaient les notes en terminale, meilleure était la réussite de l'étudiant. Alors ils réfléchissent, grande séance de brainstorming, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est la frustration qui fait qu'ils vont après travailler davantage, ou alors peut-être c'est notre cursus est hors norme, alors ça sélectionne, ça donne un avantage aux profils originaux qui ne sont pas reconnus par le système, toutes sortes d'explications. Et puis un jour ils ont compris. Et la notation au baccalauréat, c'est quelque chose d'harmonisé. Pas dans les classes, pas dans les lycées. Et conditionnellement au fait que vous recrutez des gens qui ont une mention au bac, ceux qui ont eu les meilleures notes sont souvent des élèves, ceux qui ont les meilleures notes en terminale sont souvent des élèves qui étaient dans un environnement peu compétitif, où c'était facile d'avoir des bonnes notes. Ceux qui ont eu des mauvaises notes mais qui ont quand même eu mention viennent de ces grands lycées où il y a une compétition féroce et où si vous avez un 12, c'est l'équivalent d'un 17 ailleurs. Et voilà, il fallait un modèle sous-jacent. Si on ne savait pas qu'on était en France, avec un système qui a une grande disparité dans les lycées, mais un examen qui est centralisé, vous ne pouviez pas analyser ces données. Et ça, c'est un autre exemple. Alors, celui-ci est fascinant aussi parce qu'il nous ramène à notre environnement socio, économico, éducatif et tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça partout. Si vous analysez les données sans tenir compte du contexte sous-jacent, vous courez à la ruine. C'est dans tous les domaines. Récemment, il y a un livre qui est sorti, un peu polémique par certains côtés, mais très intéressant, qui s'appelle « Mathématiques au tribunal » ou quelque chose comme ça, par Lila Schneps et puis sa fille, et ça parle énormément d'erreurs judiciaires dans lesquelles des questions mathématiques étaient impliquées, ou de problèmes judiciaires, disons, dans lesquels il y avait une source mathématique. Plus célèbre de ces cas, sans conteste, étant l'affaire Dreyfus, dans laquelle, à l'époque, Bertillon, le grand pape de la police scientifique, s'ingéniait à montrer construction très subtil à l'appui, que Dreyfus s'était auto-plagié, avait fait semblant de recopier sa propre écriture, tout cela avec un déluge de probabilités. Ça a été examiné à l'époque très sérieusement par les meilleurs mathématiciens de l'époque, qui ont démonté tous les arguments point par point et conclu là encore qu'il y avait un modèle, que le modèle était aberrant et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire, les données, vous pouvez les interpréter comme ci, comme ça, mais si vous n'avez pas un modèle préalable avec lequel vous confrontez vos données, vous arrivez à la catastrophe. Autre exemple que je développe régulièrement dans les conférences pour grand public, en particulier pour les lycéens, la fameuse erreur historique de Lord Kelvin sur l'âge de la Terre. Lord Kelvin avait beau être le meilleur physicien de son époque, il était persuadé que la Terre ne pouvait pas avoir plus de... Alors il a donné des estimations différentes, mais il est descendu aussi bas que 24 millions d'années au tournant du siècle, en gros vers 1900, provoquant un conflit majeur avec les géologues, et en particulier les évolutionnistes, qui pouvaient simplement pas faire rentrer l'évolution des espèces dans un laps de temps aussi court. Et son erreur était une erreur de modélisation. Ce n'était pas une erreur de calcul. C'était parce qu'à l'époque, personne n'imaginait, ou très peu, quasiment personne n'imaginait, que la Terre, en tant qu'objet géologique, était aussi vivante et mouvante que ce que c'est en réalité, avec des mouvements de convection, avec une évolution. La dérive des continents, c'était encore une théorie considérée comme très utopique, et ainsi de suite. Et je conclus mes exposés pour les élèves en disant, même si Kelvin avait eu l'ordinateur le plus puissant du monde, celui qu'on a aujourd'hui, à son époque, il aurait fait la même erreur. Parce que son problème n'était pas dans le calcul, il était dans le raisonnement, il était dans la modélisation, qui est en amont du calcul. Alors, tout ça pour dire qu'il faut des modèles, et tout ça pour dire qu'il faut aussi une réflexion théorique, une réflexion mathématique, et ça, Turing l'avait bien compris. Alors,
message qui est derrière pour les entreprises, embaucher des mathématiciens. Pour les écoles d'informatique, il faut des cours de mathématiques et il faut bien sûr une concomitance de profs de maths, profs d'informatique. Message qu'on aime bien répéter aussi, nous mathématiciens, les cours de mathématiques, ça doit être donné par des mathématiciens, même si parfois il faut un petit effort pour les forcer à baisser le niveau d'abstraction, utiliser le bon langage et tout ça. Mais n'empêche, il y a par exemple, typiquement, beaucoup de départements de physique qui se disent c'est bien si notre cours de physique, de mathématiques, c'est enseigné par un physicien qui apprend les recettes de mathématiques pour physiciens et ainsi de suite. Et c'est pas un bon calcul pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il manquera un certain esprit, ensuite parce que ça perturbe dans le long terme les relations entre le département de mathématiques et le département de physique, et ainsi de suite. Ce qu'il faut, c'est avoir un vrai mathématicien, vérifier que vous ne récupérez pas le mathématicien qui n'arrive pas à enseigner dans les départements de maths veut se débarrasser, et puis vérifier qu'il enseigne en se mettant bien au niveau, avec le bon langage et tout ça. Alors, continuons. Là, on a parlé de modèles. Parlons maintenant un peu des algorithmes. Algorithme, c'est très général. Évidemment, c'est comme une recette. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Ça vous dit, fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Un algorithme, c'est quelque chose que même si on ne connaît rien, on arrive au résultat avec une suite d'instructions mécaniques. Et c'est ça, l'algorithme babylonien. Même si vous ne savez même pas ce que c'est qu'une racine carrée, vous appliquez les instructions pas après pas, et puis ça vous donne le résultat. Il faut juste de la sûreté d'exécution. Alors, concevoir l'algorithme, ça demande de bien comprendre de quoi il est question. Et puis, il y a toutes sortes de choses aussi sur la façon dont il peut être élégant ou pas, il peut être rapide ou pas, il peut demander beaucoup de mémoire ou pas, et ainsi de suite. Et il y a une notion que connaissent bien les informaticiens d'élégance de l'algorithme, d'élégance du programme. Et puis l'algorithme peut être élégant en abstrait et puis pas très bon en réalité. L'un des exemples classiques, c'est qu'on apprend au lycée, c'est le calcul de la factorielle. C'est très joli de le faire par calcul récursif, c'est très élégant et ça vous fait un programme en une ligne. En revanche, ça consomme une quantité de mémoire qui est complètement déraisonnable par rapport à ce dont vous avez besoin. Alors ça dépend après de ce que vous voulez optimiser. Il y a quelques semaines à Vancouver, j'assistais à une conférence de Linus Torvalds, le créateur de Linux, qui essayait de faire sentir à la salle, composé seulement pour moitié de gens qui avaient fait de la programmation, et qui essayait de leur faire sentir qu'un programme pouvait être élégant ou pas, un code élégant ou pas. Il avait pris un exemple qui était comment rajouter un élément dans une chaîne de pointeurs. Et selon la façon dont on le fait, soit il y a deux cas envisagés, soit il y a un cas qui s'applique pour tout. La salle était un peu médusée en regardant les deux versions du programme, parce que quand vous n'avez pas jamais fait de programmation, c'est dur de distinguer l'une de l'autre. Mais il insistait sur cette notion d'esthétique qu'il y a derrière l'algorithmique. Et les plus grands informaticiens aiment souvent parler de ça. Comme nous en mathématiques, pour que l'algorithme soit bien, il faut qu'il soit bien construit, élégant, et la clarté dans la conception d'ensemble diminue les bugs possibles. Alors, algorithme, le babylonien dont on parlait là, c'est un des plus anciens. Les algorithmes qu'on apprend à l'école au début, c'est par exemple l'algorithme de la division, qui est un truc sophistiqué quand on apprend à l'école primaire. D'ailleurs, on oublie, si on fait faire des divisions euclidiennes à tout le monde, je ne suis pas sûr que tout le monde aura les... Voilà. 1247 divisé par 38, hop. Et puis, évidemment, les algorithmes se sont multipliés. Maintenant, je ne sais pas, si on essaie de faire une recension, on trouverait facilement qu'il y a des millions et millions d'algorithmes différents qui se répartissent en certaines classes d'algorithmes. Et dans The Art of Computer Programming, vous avez cette tentative de faire une grande classification des algorithmes par dans certains cas leur finalité, dans d'autres cas leur approche, leur méthode. Vous avez des algorithmes qui calculent des solutions d'équations aux dérivées partielles comme des solutions d'équations de la mécanique des fluides et qui demandent des années et des années de mise au point par des équipes de plusieurs dizaines de personnes. Vous avez des algorithmes qui s'affrontent
dans les arcanes du trading haute fréquence, avec des recettes secrètes et dans une sorte de gigantesque jeu où c'est les algorithmes qui se battent les uns contre les autres plutôt que les traders eux-mêmes. Et où tout est calculé pour gagner les quelques petites millisecondes qui feront qu'on passera avant l'autre. Il y a un livre fascinant qui est paru il y a 2 ans, peut-être, 2-3 ans, qui s'appelle 6. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ça. Alexandre Laumonier est l'auteur, mais le livre est présenté comme s'il avait été écrit par un algorithme. Et il y a une suite après qui s'appelle 5. Ça vous parle de l'histoire algorithmique de la finance et c'est absolument fascinant. Au passage, on y voit les aventures de Claude Shannon à l'époque où il allait avec son copain Thorpe dans les casinos pour casser la banque avec des petits programmes informatiques. On y voit les aventures... Hein ? Bon, non, mais c'est parce qu'il... d'abord, il s'est fait repérer. Ensuite, c'était juste pour s'amuser. Hein. Vous y voyez aussi les aventures de Perfetti, le Hongrois qui un jour a débarqué aux États-Unis sans parler anglais ni programmer, mais qui a vite compris que pour faire fortune, c'était vers ça qu'il fallait aller. Des algorithmes qui jouent en finance. C'était le premier à faire du trading automatique. Toute une histoire rocambolesque avec les régulateurs, parce qu'il avait son ordinateur qui donnait des ordres et tout ça, et qui envoyait plein d'ordres. Un jour, le régulateur a débarqué en disant que d'après la loi, un ordre doit être tapé au clavier, et que donc sa machine ne passe pas le test. En une semaine ou quelque chose comme ça, avec ses copains, ingénieurs et tout, il a mis au point une sorte de main articulée qui tapait automatiquement sur le clavier pour passer les ordres. Quand le régulateur est revenu, il a regardé le truc avec perplexité, puis il a dit « bon, d'accord ». Et c'était le début d'une grande carrière qui l'a rendu multimilliardaire et figure tutélaire légendaire dans le trading automatique, dont il dit d'ailleurs que maintenant c'est devenu un grand bazar sans foi ni loi, qu'il convient de réguler de toute urgence. Alors, je vous recommande ça, et puis la vision des algorithmes qui apparaissent des fois, qui viennent, qui saturent toute la bande, qui font ci, qui font ça, c'est vraiment fascinant. Alors, ça présente les algorithmes comme des personnages vivants, et ça renforce l'idée qu'on a qu'un algorithme, c'est comme quelque chose d'un peu intelligent, mais quiconque a vraiment fait de la programmation n'a pas eu tout cette idée d'habitude de l'algorithme comme objet intelligent. Au contraire, un machin qui applique très bêtement les instructions qu'on lui donne. Sauf que récemment sont arrivés... Alors, dès Turing se pose la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez un algorithme qui peut prendre des décisions, analyser une situation et donner une réponse qui n'a pas été inscrite telle qu'elle dans les instructions du programmeur? Ça, c'est fascinant. Alan Turing se posait déjà la question, hein, c'est le fameux test de Turing, mais plus généralement, est-ce que l'ordinateur pourra un jour analyser une situation, comprendre, discuter et même avoir des émotions? Pourquoi pas? Alors, au départ, ça démarre fort, l'intelligence artificielle. Les 2 grands noms, c'est Alan Turing en Angleterre, Claude Shannon aux États-Unis, avec des parcours scientifiques étonnamment similaires. C'est l'occasion de noter que Claude Shannon aurait eu 100 ans en 2016 et que nous ferons de grandes célébrations à l'Institut Henri Poincaré pour fêter ça comme il se doit. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. En tout cas, tous les contributeurs participants seront les bienvenus. Et au départ, ça démarre assez fort. Et puis après, ça piétine. Et puis, on oublie un peu l'intelligence artificielle, on la met de côté. Alors, 1968, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le fameux robot HAL qui veut prendre le contrôle et tout ça. Ça reste le symbole dans notre culture collective de cette idée du robot qui échappe et qui veut prendre le contrôle, dominer son créateur. Mais on peut dire qu'après, dans les 70-80, on oublie un petit peu ça parce que ça piétinait. Et puis, années 90 et encore plus les 2000, ça redémarre avec 2 facteurs principaux. Le premier, c'est que la capacité a tellement monté qu'il y a certains seuils quantitatifs qui ont été franchis, qui deviennent qualitatifs. On arrive à vraiment faire des choses qui étaient impensables avec moins de capacité. On découvre à cette occasion d'ailleurs que dans le monde des données, le monde statistique, mieux vaut un gigantesque jeu de données pas terrible
qu'un très grand jeu de très bonnes données. Hein. Le nombre dans ce domaine-là écrase tout le reste, en quelque sorte. Et le deuxième, c'est ces techniques algorithmiques qui arrivent, qui sont l'apprentissage machine. De nos jours, un machine learning. Quand vous êtes maintenant dans les jurys de concours d'innovation, à peu près chaque fois que quelqu'un dit on va faire un truc intelligent, il y a du machine learning derrière, 90% des fois au moins. Et donc là, vous voyez une alliance d'algorithmique et de progrès algorithmique d'une part, de progrès en capacité d'autre part, qui fait que c'est reparti. Et qu'on se repose la question très sérieusement maintenant, et que vous avez à nouveau les questions qui reviennent sur le tapis. Est-ce que l'humain va dépasser la machine? Alors il y a, est-ce que la machine va dépasser l'humain? Est-ce que la machine bat l'humain aux échecs? Bah oui, ça on avait vu. Est-ce que l'humain bat la machine au Go? Pendant longtemps on a dit ouais, bon, et puis maintenant oui, c'est clair maintenant, c'est plus qu'une question de temps avant que la machine écrase l'humain au Go. Et puis après, on peut continuer. N'empêche qu'il y a des verrous qui n'ont pas encore été atteints. C'est assez bien recensé et décrit dans un ouvrage de Mike Shanahan qui s'appelle The Technological Singularity, qui évite de tomber dans le délire quasiment religieux que certains futurologues s'empressent d'appliquer. Et en particulier, il rappelle que on est capable de faire un ordinateur qui écrabouille le meilleur humain du monde au Go, mais on est incapable de faire un algorithme qui fait les tâches que fait un enfant de 10 ans, tout simplement dire bonjour aux gens, partir, aller jouer, monter un escalier et tout ça. On est très très mauvais dans l'intelligence généraliste, même si elle est de bas niveau. Les performances moyenne, mais généraliste, on ne sait pas faire. Pour l'instant, nous avons des ordinateurs qui restent ultra spécialisés. Et puis, l'apprentissage machine, c'est hyper efficace, mais c'est très mauvais par rapport à ce qu'on fait nous. Hein, on sait bien, il y a ces expériences d'apprentissage machine supervisées ou non supervisées dans lesquelles on donne à la machine des millions de photos de ceci et de cela, et après il est capable de détecter tout seul une photo de pont, décider que là vous avez un chat, après que vous lui avez montré des milliers d'images de chats glanés sur Internet. Mais un gamin, il lui suffit de voir un chat 2-3 fois pour comprendre qu'il y a un chat, pour repérer le chat dans toutes ses, même s'il bouge dans toutes ses variantes, et ainsi de suite. Certains disent que c'est juste une question quantitative. N'empêche, on arrive à faire ça dans un volume, une puissance qui est incomparablement plus réduit, plus portable, plus maniable que ce que font les gros serveurs, les gros ordinateurs, les grosses mémoires qui sont utilisées actuellement par les algorithmes. Donc il y a des verrous. Il y a des verrous théoriques qu'on n'a pas encore franchis. Il y a aussi des questions sans doute au niveau de la conception même du cœur. Je veux dire, nous on utilise des neurones, c'est des assemblages biologiques qui sont fort malléables, qui ont l'air pas très fiables comme ça. On se dit que c'est moins fiable qu'un truc en silicium, un truc imprimé, tout ça. Mais n'empêche, c'est beaucoup plus efficace en pratique. Et donc, il y a certainement d'autres révolutions qui sont à venir en termes d'architecture, en allant au cœur même des systèmes. On parle de la révolution de l'ordinateur quantique, mais il y a certainement aussi beaucoup d'autres choses à venir. Alors, l'intelligence artificielle, ça a des résultats parfois spectaculaires qui s'apparentent, qui ont l'air de relever aussi de la magie noire. Des fois, ça vous fait des choses qui ne sont pas encore le genre de Go, vous voyez, ils jouent au Go et tout ça. Mais prenez des choses comme les reconstitutions de données manquantes. Quand vous le voyez la première fois, vous vous dites, on m'a eu, il y a quelque chose qui ne va pas. Dernier congrès international des mathématiciens, Emmanuel Candès, spécialiste français des méthodes de parcimonie, compressed sensing comme on dit, professeur à Stanford, faisait un exposé où il nous montrait la fameuse expérience du jeu de Netflix. Prenez une matrice de préférence, une matrice peut-être 6x6, avec 6 utilisateurs, notant 6 services, et puis la matrice de préférence. Et puis, c'était de 0 à 5 par exemple, et puis il détruisait 40% de la donnée, et puis il la reconstituait en appliquant un algorithme de minimisation bien choisi, et il arrivait à reconstituer tout ce qui manquait, comme s'il l'avait eu, comme si ça avait été caché. Et puis une autre expérience, il prenait une image. En l'occurrence, c'était l'image de Lena, la jolie modèle qui sert de benchmark dans tous les sujets d'intelligence artificielle. Et puis, il détruisait dans la transformée de Fourier 90% des données.
et puis reconstituer tout ce qui manquait, de telle sorte qu'on avait l'impression que c'était que c'était bien toujours la même Léna, toujours aussi jolie. Là encore, en utilisant une méthode de minimisation, ce n'était même pas un algorithme de type apprentissage machine, c'était juste trouver le bon modèle mathématique sous-jacent, reconstituer un truc tel qu'on ne l'a pas vu. Et ça, ce sont que quelques exemples parmi plein. Les exemples, ils se sont multipliés. On les a mis à toutes les sauces. Ça a été le jeu de Go, mais ça a aussi été l'intelligence artificielle pour détecter la signature du boson de Higgs. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle pour décider quand est-ce qu'il faut réduire la consommation de tel ou tel appareil, quand est-ce que la voiture automatique doit tourner, pas tourner, s'arrêter, et ainsi de suite. Et dans plein de situations, ça marche, ça reste toujours. Tous les exemples que j'ai donnés, c'est des exemples très spécialisés, mais à chaque fois, ça vous donne des résultats assez remarquables. Alors, je vais conclure en disant comment est-ce qu'il faut voir d'un point de vue humain, social, la montée de ces algorithmes et de l'intelligence artificielle. Joli ouvrage qui a été écrit récemment par Dominique Cardon, un sociologue de l'Internet, s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» Et ça aborde ces questions-là et aussi qu'est-ce que les algorithmes savent de nous, qu'est-ce qu'ils appréhendent de nous, quelles sont les informations qui donnent du sens et beaucoup de renseignements sur nous et quelles sont celles qui ne le donnent pas. Pourquoi, par exemple, une recherche, savoir quelles sont les recherches qu'on effectue, ça a beaucoup plus de prix que de savoir avec qui on a communiqué, parce que la recherche, ça correspond à nos désirs, communication, ça correspond à ce qui nous contraint souvent, et ainsi de suite. Et les questions qui se posent derrière, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va nous servir? Est-ce que ça va être un esclave? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous asservir? Est-ce que ça va être notre maître? Il y a deux façons de prendre le mot maître. Il y en a une, c'est dans la dialectique maître-esclave. Et dans ce cas-là, l'esclave, on ne veut surtout pas qu'il en apprenne trop. Et l'autre, c'est la dialectique maître-élève. Et là, c'est le contraire. Le maître veut que l'élève nous dépasse nous-mêmes et finisse par donner le leadership. Et évidemment, dans un cas, une relation qui est dure, dans l'autre cas, une relation qui ne l'est pas. Alors, c'est à l'échelle de la société que le débat doit se poser. Ce sont des grandes questions importantes. Et le débat est subtil et fait tout intervenir, mais il passe par il n'y a guère que trois choses à faire. Il n'y a guère que trois choses à faire. Comprendre, former et informer. Comprendre, c'est analyser mathématiquement ce qui se passe, mais aussi comment nous on fonctionne par rapport à ça, les enjeux sociaux et les sciences sociales. Il ne s'agit pas de les opposer aux sciences informatiques, au contraire, il s'agit de leur faire prendre un nouveau démarrage avec sur les sujets de l'informatique. Former, ça veut dire former les jeunes, ce que beaucoup d'entre vous s'occupent à faire. C'est la façon la plus importante d'aborder n'importe quel débat de société. Et puis informer, ça veut dire parler à l'ensemble de la société. Expliquer, démystifier, faire partager. Alors ça, ce sont des choses qu'à mon niveau, je m'efforce de faire. Je suis enseignant, enseignant-chercheur. Il s'agit de comprendre, il s'agit de former. Je fais énormément de vulgarisation, il s'agit d'informer. Au titre Institut Henri Poincaré, c'est aussi ça qu'on fait exactement. On s'occupe de former en particulier des jeunes chercheurs dans un mouvement de brassage des chercheurs international. On fait ça depuis la fondation, 1928, deuxième plus ancien institut de mathématiques dans le monde. On s'occupe d'informer, beaucoup de conférences publiques, beaucoup d'actions. Et puis, on s'occupe de comprendre, évidemment, en tant que chercheur. Deux mots pour terminer sur notre évolution à l'Institut Poincaré par rapport à ces enjeux. On fait de plus en plus d'informations parce qu'on est convaincu que c'est un enjeu majeur de la société et que dans l'avenir, on se positionnera sur un créneau qui sera à l'intersection entre trois grandes sphères, la recherche, la pédagogie et l'éducation et le contact avec le grand public et avec l'industrie. On a un gros projet de musée qui arrive bientôt, qui va être installé dans une extension, 3 ans de travaux. On a obtenu 14 millions d'euros de subventions publiques pour mener le projet à bien, ce qui montre qu'on a été convaincant et qu'on y croit vraiment, que c'est un enjeu majeur. On va se développer de plus en plus avec des grandes manifestations à destination du public. Ce sera le cas pour cette célébration de Claude Shannon dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on s'occupe aussi d'associer de plus en plus des partenaires privés, des entreprises à l'affaire. Nous avons un fonds de notation qui va être créé le mois prochain.
une dizaine de partenaires, en particulier des entreprises high-tech, pas des moindres, Orange, Météo France, Thales, qui nous avons d'autres, Huawei, bon, il y en a quelques-uns, BNP Paribas, et ainsi de suite. Tous qui comprennent que c'est important pour eux de s'associer aux activités de recherche et aux activités de formation et d'information du grand public. Et je termine en disant que l'Institut Henri Poincaré, c'est une maison ouverte à tous. Il n'y a pas de scientifique dedans autre que le permanent, autre que le directeur et son directeur adjoint. Il vit par la façon dont tous ceux qui y passent l'animent, soit en participant à des activités, soit en organisant des cours, soit en participant à des commissions. D'ailleurs, ici présent, vous avez un collègue, Thierry Viéville, qui a donné ces dernières années énormément d'heures de son temps pour faire vivre les activités au sein de l'Institut Henri Poincaré. C'est une aventure que nous serons très heureux de partager avec ceux parmi vous qui sont volontaires. Je vous remercie. Je pense que les applaudissements que vous avez produits pour Cyril, sont, je dirais, extrêmement importants pour lui, parce que finalement, vous avez bien compris tout ce qu'il a dit. C'est vrai que vous êtes un public de connaisseurs, donc là, les mathématiques, l'informatique, c'est très bien. Merci pour cette présentation, cette perspective, et tous ces exemples, parce qu'ils nous font mieux connaître, mieux comprendre l'imbrication qu'il y a entre les mathématiques et le numérique. Et bon, je pense que ça doit contribuer encore plus à développer les formations dans ces domaines-là et à faire en sorte ensuite, dans nos entreprises, bien sûr, on puisse avoir cette notion de mathématiques dans l'ensemble de nos raisonnements. Un grand merci et à très bientôt. Welcome to the news of the week.